Bonjour les amis. Cette vidéo vous sera très utile, car elle vous évitera de nombreuses erreurs et vous évitera de perdre de l'argent. Voici la sagesse, la quintessence de mes 20 années d'expérience personnelle en investissement et de l'expérience de nombreuses autres personnes, mes amis, y compris des personnes très prospères et riches. C'est-à-dire que toutes les informations exprimées ont été testées dans la pratique et il n'y aura pas ici de spéculation théorique vide, seulement des informations pratiques utiles. Bon, peut-être que j'ajouterai un peu, juste un tout petit peu, de pensée philosophique, comme toujours sur cette chaîne. Cela rendra les informations encore plus précieuses pour vous. Amis, je voudrais immédiatement exprimer tous les avertissements possibles qui sont possibles dans une vidéo sur un tel sujet. Il n'y a pas et n'y aura pas de recommandation d'investissement individuel ici. Tout investissement est inévitablement associé à des pertes possibles et moi, bien sûr, en tant qu'auteur de cette chaîne, je ne suis pas responsable de vos décisions personnelles et de vos actions. Les gens intelligents pourront extraire beaucoup d'informations utiles de mes pensées, de cette longue vidéo, mais ceux qui ont besoin de détails, dans quelles actions investir, quels titres spécifiques acheter, ne devraient pas être contrariés. Après tout, ce qui vous intéresse est, en fait, secondaire. Franchement, peu importe dans quel titre investir à long terme, ce qui compte, ce sont les tendances générales à long terme et la capacité de s'enrichir et d'augmenter son capital. Sur le plan pratique, pour devenir riche, il est beaucoup plus important de comprendre les récits généraux, certaines caractéristiques de la psychologie humaine, les pensées que vous entendrez dans cette vidéo. C'est plus important que de savoir quel papier acheter et sur quel actif spécifique parier maintenant. Ainsi, les analystes d'investissement, les gourous et les prévisionnistes ne vous rendront pas riches, vous ne pouvez le faire que vous-même, grâce à la connaissance des bases de l'épargne et des bases de la littératie financière. Alors, je vais commencer mon histoire. Par où commencer? Beaucoup de pensées, tant d'informations que je veux vous transmettre. Je commencerai, peut-être, aussi étrange que cela puisse paraître, par quelques critiques du mouvement FIRE, c'est-à-dire le mouvement de retraite anticipée. Pourquoi les gens sont-ils désillusionnés par ce concept, celui de vivre du capital dès leur plus jeune âge? N'est-ce pas merveilleux de prendre sa retraite, de profiter de sa vie, de gagner de l'argent, de vendre son entreprise, de ne faire que ce qui vous procure du plaisir? L'une des réponses les moins évidentes à la question pourquoi n'est-ce pas rentable ressemble à ceci, parce que les gens font des erreurs cognitives en comprenant ce qu'est le capital en général. Quel est l'essence du concept de capital? La plupart des gens comprennent ce mot uniquement comme de l'argent, uniquement des actifs financiers, c'est-à-dire la quantité de ressources monétaires dont vous disposez sur votre compte à partir desquelles vous pouvez régulièrement extraire 4% et vivre sans travailler, avec une pension conditionnelle. Mais le capital n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi une qualification. Il s'agit de connaissances, de compétences, d'aptitudes, ce sont des ressources disponibles. Et les ressources peuvent être complètement différentes, le temps, la santé ce sont aussi nos ressources. Par exemple, un jeune homme de 20 ans a une bonne santé, beaucoup de temps libre, mais il n'a pas d'argent, pas d'argent. Tout homme riche, milliardaire, dans sa vieillesse échangerait volontiers toute sa richesse matérielle contre la santé de ce jeune homme si c'était possible. Un homme d'affaires cool n'a parfois même pas le temps de communiquer avec ses proches, il n'a pas le temps d'appeler sa mère. Mais c'est une ressource très précieuse. Et une partie du capital total d'une personne. Dans cette formule conditionnelle, le capital est le produit de l'argent, des qualifications et des ressources. Autrement dit, dans l'équation conditionnelle, le capital est égal à l'argent multiplié par les qualifications et les ressources. N'importe lequel de ces facteurs, s'il est égal à 0, peut annuler notre capital total. Et chacune des variables est importante, pas seulement les actifs tangibles. Chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo a un domaine, une niche, un champ d'activité dans lequel vous êtes meilleur que tous les autres. Par exemple, je suis un médecin professionnel, un scientifique, je m'occupe du diagnostic et du traitement des maladies chez l'homme. Certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo sont des ingénieurs, des avocats ou des programmeurs. Certains d'entre vous sont d'excellents plombiers ou constructeurs. Certaines personnes sont meilleures à la pêche et connaissent leur équipement, leurs appâts, etc. Certaines personnes sont meilleures que d'autres pour souder des composants radio, c'est-à-dire qu'elles sont des passionnés de radio amateurs. Et toutes ces connaissances, compétences et aptitudes déterminent ensemble vos qualifications. Revenons au mouvement de la retraite anticipée. Pourquoi, à l'âge conditionnel de 35 ans, si tôt, renonceriez-vous volontairement à une partie importante de votre capital?
C'est une stupidité totale, la chose la plus stupide qui puisse être faite. Par exemple, vous aviez une entreprise prospère ou une carrière réussie, un poste, vous avez gagné de l'argent, puis vous avez soudainement vendu l'entreprise, vous avez rapidement quitté votre emploi et vous prenez une retraite anticipée à 35 à 40 ans. Lorsque vous êtes au sommet de vos capacités professionnelles, lorsque la part du capital, y compris les qualifications, est maximale. De cette façon, vous avez accéléré votre disqualification dans ce domaine spécifique qui vous a permis de gagner l'argent dont vous disposez pour votre pension. C'est-à-dire dans ce domaine dans lequel vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. C'est comme prendre et brûler volontairement une partie de votre capital, en laissant qu'une plus petite partie, seulement de l'argent que vous devez encore apprendre à investir. Vos compétences et qualifications dans la profession ne feront probablement que s'estomper avec l'âge de toute façon. Vous perdrez des qualifications pour des raisons objectives, des concurrents plus jeunes et plus agiles apparaîtront, et la concurrence augmentera au fil des années. Et si vous suivez le mouvement FIRE, ce processus est également volontairement accéléré par vous. C'est là, à mon avis, l'un des points faibles de l'idée de simplement s'asseoir sur une montagne d'argent accumulé et de vivre du capital. Pensez-vous sérieusement que vous serez capable de comprendre immédiatement les subtilités et les nuances du marché financier et des investissements ? Pensez-vous que vous réussirez autant dans ce domaine que dans votre qualification principale ? Vous avez étudié pendant des années, des décennies, accumulé cette partie de votre capital et maintenant vous voulez simplement prendre et piétiner instantanément des années de votre vie, tout recommencer dans un domaine complètement nouveau pour vous ? C'est bien si vous réussissez sur les marchés financiers. Mais la pratique montre que la plupart des gens n'y parviennent pas et commencent à perdre leur capital au lieu de l'économiser. Si vous avez déjà des compétences dans un domaine, par exemple la restauration, et quelqu'un dans le domaine de l'informatique. Et soudain, un informaticien veut se lancer dans la restauration et ouvrir son propre café. Il fera très probablement toutes les erreurs possibles qui pourraient être commises au début. Très probablement, il perdra de l'argent et ne pourra pas réussir immédiatement dans un nouveau domaine pour lui-même. Et vice-versa. Car le capital n'est pas seulement de l'argent. Le capital c'est aussi des compétences, des qualifications, des aptitudes et des relations. Le marché financier, le monde des investissements est structuré de telle manière que si quelqu'un gagne, quelqu'un perd nécessairement, les actions chutent. Pensez un peu. Vous, n'ayant aucune expérience, commencez volontairement à rivaliser avec les requins du marché financier, avec ceux qui ont littéralement appris cela depuis l'enfance. Et vous, par exemple, êtes un cuisinier, vous savez cuisiner superbement, professionnellement, ou un médecin qui sait soigner les gens. Mais pour que nous apprenions à gagner de l'argent, par exemple en bourse, cela vaut la peine de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à cela, de connaître certaines informations privilégiées, d'apprendre à analyser les rapports d'entreprise. Et même cela ne vous protégera pas à 100% des crises boursières, des signes noirs dans les investissements. Sans informations privilégiées, sans informations secrètes exclusives, vous ne pourrez pas gagner de l'argent en bourse pendant longtemps et de manière stable. Et pourquoi devriez-vous risquer et investir tout votre argent dans un domaine dans lequel vous ne comprenez encore rien ? Même si un certain succès vous attend en investissant dans des actions, ce sera plus probablement une agréable coïncidence, lorsque depuis plusieurs années ou décennies, par exemple, le marché boursier est en croissance constante, les cotations de tous les titres augmentent. Vous avez frappé dans le mille, à une époque où tous les indices boursiers sont en croissance, tout est vert, tout le monde gagne de l'argent, mais croyez-moi, personne ne connaît l'avenir. Cette tendance peut rapidement changer et vous perdrez. En d'autres termes, je considère que c'est stupide, un acte irréfléchi, lorsque vous pensez et décidez, dois-je prendre ma retraite tôt à 35 ans, en vendant mon entreprise prospère, dans laquelle j'ai de hautes compétences. Quitter un bon travail, passer au cash et investir tout l'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas du tout, dont vous n'avez pas d'informations privilégiées. Si vous n'êtes pas un parent du PDG de cette entreprise dans laquelle vous allez investir votre argent. Oui, je suis d'accord, si vous êtes l'épouse du PDG d'une grande entreprise, une société par action, et que vous savez avec certitude comment les choses se passent réellement dans cette entreprise, ce qu'elle respire, alors Dieu lui-même vous a ordonné de jouer sur la hausse et la baisse des actions de cet émetteur. C'est-à-dire d'acheter et de participer à cette entreprise. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Et la compréhension de tous les adeptes du mouvement FIRE, le mouvement de retraite anticipée, se résume souvent non pas à la compréhension du concept, mais à une simple sortie vers l'argent, vers la partie monétaire du capital, en mettant à zéro les deux autres variables de l'équation du capital, à savoir, les qualifications et les ressources.
Une tentative d'économiser cet argent après avoir vendu votre entreprise, en investissant dans les entreprises d'autres personnes, si vous n'êtes pas également au courant des subtilités, peut se terminer sans succès. Cette compréhension de la retraite anticipée est une sorte de rétrogradation, de stupidité. Et lorsque vous construisez une carrière, au début de toute entreprise, vous n'avez tout simplement pas la partie monétaire du capital, et tous vos efforts sont dirigés vers le développement des qualifications, des ressources, des relations, c'est-à-dire la partie la plus précieuse du capital. Vous n'aurez pas d'argent gratuit au début de la gestion d'une entreprise. Un jeune n'aura pas d'argent, il n'aura que ses compétences, sa force, son énergie, qui pourront ensuite être transformées en ressources monétaires s'il le souhaite. Mais cela n'arrivera pas immédiatement. Ne vous méprenez pas, mais l'idée de se lancer dans l'argent liquide à un moment donné n'est pas une mauvaise idée. Seulement si vous comptez gérer cet argent en utilisant vos qualifications et les compétences que vous possédez déjà. Où la sphère de la gestion de l'argent est-elle proche de vous? En répondant à la question de savoir s'il vaut la peine d'investir en bourse, d'acheter des actions, des obligations IOU, ma réponse est, cela en vaut la peine. Mais à condition que vos qualifications vous permettent de le faire. Si vous avez quelque chose que les autres participants de ce marché n'ont pas. Des informations et des connaissances fiables et inconnues des autres. Sinon, vous ne perdrez probablement que de l'argent. Si vous avez déjà une bonne entreprise qui fonctionne et qui vous apporte régulièrement des revenus ou une carrière stable avec un bon salaire, alors pourquoi la perdre volontairement? Pourquoi se débarrasser d'une vache à lait qui vous apporte régulièrement du lait? Ainsi, notre capital n'est pas seulement de l'argent, comme beaucoup de gens le croient. Vos atouts les plus précieux sont vos connaissances professionnelles, votre expérience, vos relations établies, comme votre carnet d'adresses. Vos connaissances avec des personnes utiles. Tout cela, malheureusement, peut aussi devenir obsolète. En vieillissant, nous ne devenons pas plus sains ni plus intelligents. Tout le monde n'aura pas la chance de Warren Buffett à 94 ans, en gardant un esprit clair et une bonne mémoire. On me demande parfois, dans quoi dois-je investir exactement? Comment dois-je constituer mon portefeuille pour qu'à la retraite, j'ai un bon revenu passif et que je n'ai pas besoin d'argent? Par conséquent, la bonne réponse sera, en quelque chose de extrêmement simple et stupide. Comme vous-même. Parce qu'avec l'âge, vous aurez très probablement perdu la plupart de vos qualifications, vous aurez une mauvaise mémoire et une mauvaise santé. En substance, vous serez un vieux grand-père ou une grand-mère malade, le plus souvent atteint d'une légère encéphalopathie. Et la plupart des gens ont en fait besoin de quelque chose d'aussi simple que possible, d'aussi clair que possible, même si avec un rendement plus faible, mais stable et conservateur. Étonnamment, il se peut qu'un simple achat d'un bien immobilier résidentiel, un simple appartement d'une pièce dans la ville où vous allez passer vos vieux jours, soit la meilleure idée d'investissement. Malgré toute la diversité et la complexité des autres instruments. N'oubliez pas que vous serez stupide, atteint de démence. Regardez maintenant vos grands-parents de l'extérieur. Et pensez aux conseils financiers que vous auriez pu leur donner, à ce dans quoi ils auraient dû investir il y a 50 ans. Dans quoi avaient-ils besoin d'investir à l'époque pour au moins préserver leur capital aujourd'hui? Il ne s'agit pas de multiplication, mes amis. Il s'agit simplement de transférer du capital vers votre avenir. Le seul objectif de l'investissement, dont je parle toujours, est de consacrer au moins 10% de chacun de vos revenus à des investissements. C'est le niveau d'hygiène minimum, comme se brosser les dents et se laver le visage tous les jours. Il est tout simplement impossible de tomber en dessous de ce niveau, ce n'est pas grave. Ceux qui dépensent tout ou même plus, quel que soit le montant de leurs revenus, restent toujours des pauvres. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos sur cette chaîne. Par exemple, dans la vidéo intitulée « Pourquoi il est important d'être frugal », on y trouve de nombreuses réflexions importantes. En quoi l'avarice est-elle différente de la frugalité? Avez-vous besoin d'argent pour être heureux? Ou une autre vidéo, « Pourquoi il est important de regarder la pauvreté, le succès financier à travers le prisme de la consommation ». Dans cette vidéo, je montre littéralement sur mes doigts, je fournis des calculs, comment chacun d'entre vous, s'il le souhaite, pourrait devenir millionnaire en dollars. En un mot, un trésor de pensées utiles qui ont déjà pris en compte mon expérience personnelle et l'expérience de nombreuses autres personnes. Croyez-moi, mes amis, j'ai de nombreuses années d'expérience en matière d'investissement en valeurs mobilières par l'intermédiaire de courtiers. Je ne dirais pas que c'était négatif, mais comme souvent, il y a eu des pertes. Merci, j'ai tout compris. L'expérience s'est avérée très précieuse pour moi,
mais coûteuse. Mais je suis quand même reconnaissant pour cette expérience et certaines erreurs. Et aujourd'hui, je partage avec vous le plus précieux et le plus intime, ce qui vous fera économiser des millions de bosses et vous fera économiser une énorme somme d'argent. Eh bien, mes amis, comme on dit, celui qui écoute, qu'il entende. Veuillez noter que je ne vous décourage pas d'investir dans des valeurs mobilières. Je pense toujours que c'est un excellent outil, utile. Mais entre de bonnes mains et avec les bonnes qualifications, avec la capacité de savoir et de prévoir ce que les autres ne savent pas encore. Les obligations, comme toutes sortes de fonds communs de placement, sont essentiellement une reconnaissance de dette ou une promesse faite par quelqu'un de vous rendre votre argent à temps. Les oncles se présentent sous différentes formes. Certains reviennent, remplissent leurs obligations, permettent de percevoir des revenus. Mais de tout temps et dans tous les systèmes, les gens ont rompu, rompent et continueront de rompre leurs promesses. Les êtres vivants et rien d'humain ne leur est étranger. N'oubliez pas ceci, même l'émetteur le plus fiable peut ne pas tenir ses promesses. Afin de diversifier un portefeuille d'investissement, si vous comptez accumuler des promesses d'oncles, il serait préférable qu'elles proviennent d'oncles différents. Accumuler les promesses de différentes personnes, c'est le seul moyen de répartir un peu les risques. Si quelqu'un ne remplit pas ses obligations, les pertes seront au moins minimes et le coût porté au capital ne sera pas fatal. Je ne parle même pas des stratagèmes frauduleux, des pyramides financières, etc. Vous devez toujours garder à l'esprit une pensée simple, le rapport risque-rendement. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, en règle générale. Et vice-versa, plus le rendement est faible, plus le risque de perdre du capital est faible. Il s'agit d'une règle universelle qui convient à tous les instruments d'investissement. Il est important d'évaluer le rapport risque-rendement. C'est pourquoi des investissements relativement sûrs ne peuvent pas, par définition, avoir un rendement trop élevé. C'est un axiome. Et c'est pourquoi je me permettrai d'affirmer que l'objectif principal d'un investisseur n'est pas d'augmenter son capital, mais de le préserver. C'est-à-dire une protection contre l'inflation. Si le rendement est légèrement supérieur à l'inflation, c'est parfait, merveilleux. Mais ne cherchez pas à obtenir cela. Au détriment de la sécurité, ne vous laissez pas tenter par des rendements élevés. En cherchant à obtenir des rendements excessivement élevés, vous courez le risque d'être distancé dans cette course conditionnelle. Le proverbe le plus sage dit, plus on avance lentement, plus on avance. Jouer sur le long terme n'implique pas de rendements élevés, et tous les exemples qui vous seront donnés montrent que quelqu'un a gagné beaucoup d'argent en faisant du trading, ou a tout investi dans une action, ou a obtenu beaucoup en investissant dans la crypto-monnaie, ou autre chose. Oui, quelqu'un a eu de la chance temporairement, mais cela ne garantit pas que vous aurez de la chance. J'ai beaucoup aimé une affirmation, un paradoxe. Quelqu'un a dit, la bourse est un endroit très étrange, l'un vend, l'autre achète, et tous deux croient simultanément avoir raison. Personne ne sait avec certitude comment certaines citations se comporteront. Considérez cela comme un jeu de loterie. Dieu vous préserve de vous impliquer dans des jeux spéculatifs en bourse, sur le marché Forex par exemple, dans le trading, où vous, investisseur non qualifié, ne perdrez que presque 100% de votre argent. Rappelez-vous toujours ce ratio, risque-rendement. Quelqu'un a-t-il déjà pris un gros risque? Eh bien, pour l'amour de Dieu, n'enviez pas de telles personnes, l'envie est un sentiment destructeur qui n'apporte que de la souffrance. Il y avait aussi du matériel intéressant et utile à ce sujet sur la chaîne, une vidéo intitulée « Pourquoi semble-t-il que tout le monde autour de nous a plus d'argent, que tout le monde a plus de succès, plus de richesse ?» Elle révèle des mécanismes psychologiques intéressants de l'envie. Alors, l'argent en soi n'a aucune valeur déterminante dans la vie humaine. C'est une idée philosophique importante que de nombreux investisseurs, et même des gens ordinaires, ne comprennent tout simplement pas, ignorent, ne réalisent pas. Nous gagnons de l'argent pour le dépenser. Peut-être pas aujourd'hui, cela arrivera demain ou dans 10 ans. Mais la consommation raisonnable, rationnelle, l'éducation financière consiste justement à apprendre à gérer cette ressource. Qu'est-ce qu'un investissement? Il s'agit d'un transfert d'argent d'aujourd'hui vers soi-même, mais seulement vers l'avenir. Tous les psychologues commencent généralement à protester. Oh, oh, oh. Le syndrome de la vie différée, ce sont des attitudes mentalement malsaines pour une personne. Qu'ils s'indignent, mais ils sont pauvres. Et ils ne peuvent tout simplement pas étayer leurs déclarations par des données scientifiques. Tout comme ils ne peuvent pas réfuter le fait que si vous voulez devenir une personne riche,
très riche, vous devrez inévitablement apprendre à transférer du capital vers l'avenir, apprendre à vaincre l'inflation. Eh bien, il n'y a pas d'autre moyen. C'est un besoin inévitable dans la vie d'une personne moderne. L'argent n'est pas le sens de la vie, l'argent n'est pas une valeur absolue, mais même sans lui, dans les conditions du monde capitaliste, il est assez difficile de vivre. L'argent donne un certain degré de liberté. Dans la vidéo intitulée « Pourquoi tout le monde semble avoir plus d'argent », je révèle une idée très importante, en essayant de dériver une formule d'or pour le taux de consommation. Je parle notamment du principe de proportionnalité des dépenses et de l'argent économisé. La rationalité et la proportionnalité sont mises en avant par les gens rationnels. Et cela ne contredit pas réellement ce que disent les psychologues. Il n'y a aucun risque de tomber dans le piège de la vie différée si le principe de proportionnalité est strictement respecté. Quel est un apport sain? Si votre salaire mensuel aujourd'hui est, par exemple, de 3 000 $ américains par mois et que vous dépensez tous ces 3 000, alors vous êtes tout simplement un imbécile. Vous ne pensez tout simplement pas à votre avenir, vous ne vivez pas en harmonie et en accord avec les réalités du monde moderne. Mais au fait, si vous gagnez 10 fois plus de 30 000 $ par mois et que vous ne dépensez que 300 $, c'est-à-dire que vous entrez dans un mode d'épargne complet, alors vous êtes également un imbécile, car vous ne tirez pas suffisamment de la vie, vous vous limitez volontairement à des limites très étroites, des limites de consommation. Dès que cela commence à vous causer de l'inconfort, à vous-même, à votre entourage, dès que vous commencez à vous transformer en une personne malsaine, en un avare. Le critère de la maladie mentale ne réside pas dans la norme de consommation, mais plutôt dans les critères du trouble de l'adaptation. Comme tout diagnostic psychiatrique, il n'est posé qu'en présence d'une inadaptation sociale. Je vous le dis avec une certitude absolue en tant que médecin. Le critère d'or pour poser tout diagnostic en psychiatrie, outre les manifestations cliniques, est le facteur d'inadaptation sociale. Si les gens se détournent d'une personne, si un mari ou une femme part, si une personne est licenciée de son travail, ce n'est qu'alors qu'ils demandent généralement l'aide d'un psychiatre. Ce n'est qu'alors qu'un diagnostic peut être posé, par exemple, la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, ou tout autre diagnostic grave. Tant qu'il n'y a aucun signe d'inadaptation sociale, excusez-moi, chers psychologues et psychiatres, tout partisan du mouvement FIR avec un taux d'épargne de 80 à 90% est officiellement une personne mentalement absolument saine. Et vous n'avez pas le droit d'apposer des étiquettes, de condamner les gens ou d'exprimer vos propres théories mal prouvées. Si un patient voit des hallucinations ou des déjà-vus et qu'en même temps il est respecté au travail, tout le monde l'apprécie et l'aime, s'il a une famille merveilleuse, des enfants et qu'une telle personne n'a aucun problème à communiquer avec les autres, alors cela, excusez-moi, est la norme. Si un taux d'épargne aussi élevé n'empêche pas une personne et son entourage de vivre, il ne se manifeste pas comme une inadaptation sociale d'une personne, alors c'est la norme, même malgré la présence de bizarreries et de certains symptômes. Qu'est-ce que la norme mentale, au juste? Norme moyenne de comportement, cadres conventionnels acceptés dans une société particulière? Bon, ne nous attardons pas maintenant sur la psychiatrie et la psychologie. Je précise tout de suite ma position, à chacun son avis. Je n'ai pas de recette stricte pour atteindre le bonheur. Comment construire sa vie correctement, économiser ou dépenser? C'est comme comparer le blanc avec l'humide. À chacun son truc. Le bonheur est un phénomène tellement individuel qu'une personne le ressent quand elle épargne, et une autre seulement quand elle dépense. Il n'y a pas d'évaluation ou de jugement sans ambiguïté ici sur ce qui est bien et ce qui est mal. La principale chose que vous devez comprendre si vous avez accepté le concept de retraite anticipée est qu'il s'agit d'un concept philosophique qui prévoit un comportement limite qui peut être mal interprété par d'autres. Il est important de choisir une personne partageant les mêmes idées comme partenaire de vie, une personne qui partagera votre point de vue sur la vie et vos valeurs. Au fait, sur la façon de procéder, comment trouver l'amour de votre vie, sur quels critères vous devez vous concentrer lorsque vous recherchez une personne aussi proche, comment choisir votre cercle social, vos amis, il y a une vidéo très intéressante et utile sur la chaîne, qui s'appelle « Comment reconnaître une personne décente ?» Bon, je me suis un peu éloigné du sujet principal, celui des investissements et de la formation de capital. Voici donc une pensée très importante, l'argent est important, mais il n'est pas le sens de la vie humaine, il n'est pas la partie la plus précieuse de votre capital au sens large du terme. Le capital comme ensemble de qualifications et de ressources. De plus, l'argent est la pire chose que vous puissiez emporter avec vous dans le futur, car vous devrez constamment vous en soucier,
réfléchir à la façon dont l'inflation ne le dévorera pas, le diversifier dans différentes devises, choisir uniquement des banques fiables, etc. L'argent est la pire partie du capital et c'est une erreur, à mon avis, de se concentrer uniquement sur l'argent et son investissement. Ceux qui se concentrent exclusivement sur l'épargne, mais oublient de développer d'autres composantes de leur capital, qualification, connaissances, compétences, n'obtiennent généralement pas un grand succès. Leur capital, bien sûr, augmente, mais en termes réels, il est bien inférieur à celui de ceux qui ne se concentrent pas uniquement sur l'argent. Il était une fois une expérience très intéressante qui a été menée, dans une université aux États-Unis, pendant les cours d'économie, un professeur a donné à tous les étudiants $10 et leur a dit d'essayer d'augmenter ce montant en un mois, sans les limiter dans les règles. Ensuite, les étudiants devaient faire un rapport sur la façon dont ils agissaient, ce qu'ils faisaient pour gagner plus, pour augmenter le montant de départ donné. Il y avait des étudiants qui ont immédiatement pensé qu'ils pourraient gagner des intérêts avec ces $10 et ont prêté ce montant à des amis pendant un mois avec intérêt, mais le montant était si petit qu'ils ont reçu un maigre revenu, pas même des dollars, mais quelques centimes, car le terme était très court, seulement un mois. De nombreux étudiants ont essayé de créer des mini-entreprises, par exemple, après avoir acheté plusieurs citrons pour $10, après avoir fait de la limonade, ils ont essayé de vendre cette limonade sur leur campus. Ces personnes gagnaient beaucoup plus à la fin du mois, certaines gagnaient $15, d'autres ont réussi à doubler leur salaire et ont obtenu $20 à $30. Et c'était déjà un bon résultat au penser comme un homme d'affaires, pas comme un investisseur. Mais le meilleur résultat, paradoxalement, n'a été obtenu que par les étudiants qui se sont complètement abstenus de ces $10 dans leur poche ou qui ont acheté avec eux quelques outils nécessaires à leur entreprise. Ces étudiants ont acheté des cahiers, des stylos et ont commencé à faire ce pour quoi ils sont bons, c'est-à-dire les mathématiques, et ce qu'ils avaient déjà fait plusieurs fois auparavant, dans lequel ils avaient déjà développé des qualifications. Ils ont essentiellement commencé à s'engager dans des cours particuliers. Et après un mois, ce groupe d'étudiants pouvait se vanter de recevoir non seulement $20 au lieu des 10 initialement donnés, mais plusieurs milliers de dollars, et certains étudiants des dizaines de milliers de dollars. Pourquoi je te dis ça ? Oui, la stratégie la plus efficace était simplement d'oublier ce petit montant et de développer ce dans quoi vous avez déjà des compétences, ce pour quoi vous avez déjà des qualifications. Le moyen le plus simple est de convertir les compétences que vous avez déjà développées en argent réel, plutôt que de vous concentrer sur la multiplication et d'ajouter quelques pourcents au montant initial, si vous avez les connaissances. Alors, quand les gens demandent comment investir une somme d'argent pas très importante, par exemple $1000. Comment investir 1000 ou même 10 000 ? La bonne réponse est, il suffit de les oublier. Comme s'ils n'existaient pas du tout. Oubliez ou achetez avec cet argent ce qui est nécessaire au développement dans la direction dans laquelle vous avez du talent, avez le désir de vous développer ou avez déjà accumulé au fil des années des connaissances, des compétences. Et pour cela, à votre tour, vous devez comprendre à quoi servent vos capacités. Que pouvez-vous faire un peu mieux que les autres ? Et une telle orientation professionnelle, malheureusement, devient également une tâche assez difficile dans la vie de nombreuses personnes. Il existe de nombreux exemples où des personnes seulement vers l'âge de 35 à 40 ans ont compris ce qu'elles devaient vraiment faire, quels sont leurs talents et le bénéfice maximal pour la société. Je le répète, le capital ne peut être obtenu qu'en créant des bénéfices pour la société, en apportant des bénéfices aux gens. Il n'y a pas d'autre moyen. Et pour préserver le capital, le transférer dans le futur, se protéger contre l'inflation, il existe divers outils, y compris des outils simples et compréhensibles par tous. Et plus vous êtes stupide, plus ces outils devraient être simples. À partir de dépôts simples, d'obligations fiables de préférence des obligations d'État plutôt que des obligations d'entreprise, car la probabilité de défaut de l'État est bien inférieure à celle des entreprises individuelles, de métaux précieux pour une petite partie du portefeuille, de biens immobiliers avec location ultérieure. L'outil doit être compréhensible pour vous personnellement et les sources de revenus doivent être évidentes. Je ne vais pas passer des heures à parler de diversification maintenant. Je suis sûr que beaucoup en ont déjà entendu parler, ne gardez pas tous vos œufs dans le même panier, mais idéalement diversifiez-vous entre différentes classes d'actifs. Mais je le répète encore une fois, si votre objectif est la retraite, gardez à l'esprit, dans la vieillesse, vous serez stupide, très probablement atteint de démence, et il vous sera difficile de gérer votre capital placé dans des instruments risqués ou volatiles. Personnellement, j'aime beaucoup la classe d'actifs simples de l'immobilier résidentiel et des locations à long terme. Il s'agit d'un secteur résidentiel et non commercial, qui d'un côté a une rentabilité plus élevée,
mais qui nécessite essentiellement une activité entrepreneuriale, plus d'activité. Tout comme la location à court terme de biens immobiliers résidentiels, c'est-à-dire leur location pour une journée, tout cela est un type d'activité qui vous demandera beaucoup d'énergie et de force, et vous n'en aurez plus autant dans la vieillesse. Vous demandez, où acheter un bien immobilier? Réponse, où vous prévoyez de vivre dans vos vieux jours ou d'utiliser réellement le capital, de vivre de celui-ci. Cela ne vaut pas la peine, par exemple, si vous vivez en Espagne, d'acheter un bien immobilier aux États-Unis ou à Hawaï. Et vice-versa. Les premiers sont loin à parcourir, difficiles à gérer. Vous ne connaissez pas les lois locales, les méthodes de taxation, etc. Il vous sera difficile d'emménager et de faire déménager les locataires, et externaliser tout cela, déléguer, cela réduit considérablement les revenus locatifs et comporte de nombreux risques inattendus. Par conséquent, cela réduit l'attrait de tels investissements. Si vous envisagez de vivre aux États-Unis, achetez Y. Mais si vous vivez, par exemple, à Paris, en France, ou dans une petite ville, en Allemagne ou en Italie, n'achetez que là-bas. Là où vous envisagez de vivre, il est préférable de choisir un bien à louer. En effet, les revenus locatifs d'un bien immobilier résidentiel représentent généralement environ la moitié à un tiers du salaire moyen de la région, de la ville où vous louez le bien. C'est-à-dire que même si vous vivez dans un pays pauvre, par exemple au Nigeria, et que la location d'un bien immobilier résidentiel vous rapporte un revenu de seulement $100 par mois en monnaie locale, c'est très peu, alors pour une raison quelconque, dans cette ville, dans ce pays où vous vivez, vous pouvez vivre au moins un demi-mois avec ce montant. Plus les revenus de la population sont faibles, plus le pays est pauvre, moins l'immobilier y est cher et moins les biens et services y sont chers. Choisissez donc vous-même la ville et la région où vous allez vivre, où vous connaissez tout et où il est tout simplement pratique de gérer un bien immobilier. Certains conseillers en investissement peuvent critiquer cette approche. On dit que les taux de location sont bas, que les prix de l'immobilier résidentiel peuvent également baisser et que ces investissements peuvent être perdants face à d'autres types d'actifs. Et je suis d'accord, oui, à court terme 1 an ou 2, surtout dans une monnaie forte, le prix de l'immobilier peut baisser un peu. Mais à long terme 10, 15, 20 ans, l'immobilier en tant qu'actif ne fait que croître, ou du moins a une tendance à la hausse. Si, une année donnée, il ne récupère pas le montant de l'inflation, alors, l'année suivante, il dépassera certainement le rendement de 2 fois et, par conséquent, en moyenne, sur de longues périodes, le logement, l'immobilier, surtout si l'emplacement est choisi correctement, se comporte comme une marchandise ordinaire à long terme. Un produit qui n'a pas une longue durée de vie et ne se détériore pratiquement pas. Je vais vous l'expliquer pratiquement sur mes doigts. Idéalement, si c'était possible, le meilleur investissement serait d'acheter du riz, de la farine, du sucre, de la viande et du poisson pour une utilisation future. Mais c'est impossible, ces marchandises sont périssables, elles vont certainement se gâter. Par conséquent, le meilleur bien à long terme est toujours l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment fait de pierre et de métal, qui est en soi un produit, une protection physique contre l'inflation. Et en plus de l'inflation, vous obtenez un petit delta, un pourcentage, de revenus provenant de la location du bien. En règle générale, les pseudo-analystes qui critiquent les investissements immobiliers prennent en compte et démontrent les revenus nominaux. Par exemple, pourquoi devrais-je acheter et louer un appartement si je peux acheter des titres ou les déposer et recevoir le double des intérêts nominaux sur mon compte? Et beaucoup de gens stupides croient à de tels arguments, parce qu'il vaut la peine de croire aux chiffres nominaux. Mais un point important n'est pas pris en compte, dans le cas d'un dépôt ou d'un billet à ordre, nous avons affaire à un rendement nominal, un revenu en papier imprimé. Et ce n'est pas un fait que le dépôt surpassera toujours l'inflation. Il y a eu des moments où les instruments de dette ont perdu à cause de l'inflation. Et dans le cas d'un appartement, en plus de l'inflation, vous obtenez un bonus supplémentaire sous forme de revenu locatif. Il est faux de comparer ce bonus avec le revenu nominal de tout instrument de dette qui n'a pas encore vaincu l'inflation. Tout instrument de dette est une promesse faite par un oncle, et toutes les promesses faites par des personnes vivantes, comme nous le savons, ont toujours été rompues, sont rompues et continueront d'être rompues. Mais un appartement peut aussi brûler? Cela nécessite des amortissements, des réparations, une guerre ou une apocalypse pourrait-elle éclater? Tout cela est vrai. Bien sûr, je ne vais pas discuter, tout investissement comporte des risques. Mais si vous analysez le rapport risque-profit, alors l'immobilier résidentiel dans n'importe quel pays du monde est l'un des meilleurs outils d'investissement, il l'a été, l'est et le sera toujours. On cite parfois à ce propos Mark Twain, qui disait « Achetez des terres,
elle n'en fabrique plus. Cette ressource est limitée et sera toujours demandée. La prochaine thèse importante est caractéristique des revenus locatifs, pour tout instrument avec le paiement de revenus supplémentaires réguliers. Considérez l'objet d'investissement comme une vache hypothétique. Une vache vous donne 1 ou 2 seaux de lait chaque jour et vous devriez être absolument indifférent à son prix actuel sur le marché. Ce ne sont encore que des chiffres virtuels. Même si cela coûte 3 centimes ou 30 millions de dollars, cela ne fait aucune différence pour vous, vous aurez toujours un seau de lait. Le salaire moyen dans votre ville deviendra bas, les taux de l'immobilier et de location deviendront moins chers, mais dans un tel scénario, les prix baisseront très probablement, car il n'y aura pas de demande et vous recevrez toujours environ la moitié du salaire moyen pour la location de cet appartement particulier du locataire. Vous pourrez au moins vous acheter du pain, des produits de première nécessité, des vêtements. Vous n'aurez jamais faim en ayant un investissement immobilier résidentiel. Même dans le cas des scénarios les plus apocalyptiques, l'immobilier ne se dépréciera jamais à zéro, contrairement aux billets à ordre et autres produits dérivés, les instruments dits non marchands. Il y a une idée très importante que beaucoup ne comprennent pas et ne réalisent pas. Il y a un revenu unique et il y a une autre option, le flux de trésorerie. Certaines personnes utilisent le terme flux passif, mais je n'utiliserai pas du tout un mot comme passif lorsqu'il est appliqué aux investissements. Il n'existe pas de revenu totalement passif. Tout type d'investissement nécessite une certaine forme d'activité, y compris une activité cérébrale. Il n'existe pas d'investissement 100% passif. Même un simple dépôt n'est pas un investissement 100% passif. Il faut se rendre à la banque à pied, parfois faire la queue, parfois pendant plusieurs heures, ouvrir un compte, effectuer un dépôt et le reconstituer. Et même si vous faites tout cela à distance, sur votre smartphone, vous devez également avoir des compétences minimales, être capable de reconstituer, de surveiller en permanence les taux d'intérêt plus favorables, de réinvestir et de reconstituer le dépôt. De plus, cela vaut toujours la peine de surveiller pour que la banque ne ferme pas et que vous ne perdiez pas d'argent, rééquilibrer l'argent entre différents comptes et banques. Je ne parle même pas des comptes de courtage et des investissements en valeurs mobilières, vous devez surveiller en permanence les rapports trimestriels de l'entreprise et garder un œil sur son état. Il faut constamment surveiller que les intermédiaires courtiers remplissent leurs obligations. Il n'y a rien de 100% passif, cela demande au moins de la force morale, mentale et d'autres coûts. Je ne parle même pas de la location de biens immobiliers. Le processus de recherche de locataires, les réparations en cours dans la propriété, le suivi du paiement ponctuel des charges. Ce n'est que sur le papier, le lot du locataire semble insouciant et facile. En fait, beaucoup de gens trouvent plus facile de travailler tranquillement au bureau que de louer un bien immobilier à quelqu'un dans le cadre d'un contrat de location, assumant ainsi 1 million de petits et grands risques. Tout comme il n'existe pas d'argent facile en principe, il n'existe pas d'instrument d'investissement 100% passif. Amis, dans cette vidéo, j'ai essayé de ne pas prendre position, de ne pas vous imposer mon opinion, mais en même temps j'ai exprimé des pensées très utiles qui seront utiles à beaucoup. Il y aura aussi des sceptiques qui diront que tous ces investissements sont complètement absurdes. Il faut vivre au jour le jour et ne pas penser à ce qui arrivera. Et peut-être auront-ils aussi raison à leur manière. Comme je l'ai déjà mentionné, dans l'ancienne vidéo intitulée « Quel est le sens de la vie ?», les significations de la vie changent constamment pour nous. Et en général, tout dans la vie coule et tout change. Aujourd'hui, alors que vous êtes jeune et plein d'énergie, vous avez un sens à la vie, demain vous vieillirez et vos priorités pourraient également changer. Si demain les médecins vous disent qu'ils vous ont diagnostiqué, par exemple, une tumeur maligne du 3e ou du 4e stade, qu'il vous reste environ 3 ans à vivre, vous devez convenir que votre attitude envers les investissements et envers la vie en général changera considérablement au cours de ces 2 à 3 ans. Tout comme il n'existe pas de sens unique de la vie pour tout le monde, il n'existe pas de stratégie d'investissement unique qui soit universelle et uniforme pour tout le monde. Certaines personnes aiment le risque et la motivation, les pyramides financières, les options, les instruments risqués en bourse, tandis que d'autres préfèrent des instruments plus conservateurs métaux précieux ou immobiliers, mais l'idée principale, me semble-t-il, est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il y a eu un certain élargissement de votre compréhension du concept de capital et du capitalisme en général. Pour ne pas perdre de temps, n'essayez pas de multiplier les petits montants dont vous disposez, mais essayez d'augmenter votre capital au détriment de sa partie la plus précieuse, les qualifications et les compétences déjà disponibles. Merci de votre attention et à bientôt.